podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! Ça va? J'espère que vous allez bien, Christian Dionne, pour le premier épisode en direct de la grange. Ben oui, on a trouvé un nouveau nom pour ça. Merci beaucoup, Mathieu de Agrilogue, Mathieu Faneuf d'Agrilogue, qui a bien voulu participer à la première diffusion en direct de la grange. Je voudrais saluer tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute présentement. Comme vous avez pu l'avoir vu, j'ai maintenant un nouveau commanditaire. Ben oui, AgroSan. AgroSan Limited développe, fabrique et commercialise des produits fertilisants innovants, exclusifs à valeur ajoutée et à l'efficacité démontrée pour le secteur des grandes cultures, des cultures maraîchères, fruitières et pommes de terre en Amérique du Nord. L'empreinte de AgroSan est incidemment perceptible partout en sol nord-américain et elle contribue à la forte création de la valeur là où les exploitations agricoles à grande ou à petite échelle engendrent rendement, productivité des sols et croissance tous azimuts. Un immense merci à AgroSan. Mathieu? Christian, si je veux me procurer justement de ces fertilisants-là, j'appelle qui? Tu peux appeler, ils ont plusieurs, vous pouvez aller sur le site internet agro-100.ca. Là-dessus, vous allez trouver tous les revendeurs, dont Synagri, AgroSan et puis plusieurs autres, le réseau AgroSan, je veux dire, et plusieurs autres représentants également. Donc, ils ont plusieurs produits. Comme ceux qui connaissent les produits, là, Crop Booster, c'est eux autres à Star qui fabriquent ça. Les Nutri-Cholant comme Proca, Calpomag, ils ont plusieurs produits aussi, des produits à valeur ajoutée, si on veut dire. Là. Ils ont pas mal de stock. Allez voir ça, ça vaut à peine. Puis d'acheter de leurs produits. Puis, en passant, je vais l'annoncer tout de suite, le 7 mars à 20h15, un show en direct de la grange numéro 2 qui va parler de la chaux, justement. Et puis, on va parler aussi des produits que AgroSan ont, comme le Proca, le Calpomag. On va parler de toutes les sortes de chaux. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Mathieu! Hey, c'est vrai, j'étais en train d'oublier. J'ai une petite nouveauté avec Rustream. Comme vous pouvez voir, dans le coin de l'écran, il y a un code barre. Donc, dans le fond, le code barre, vous pouvez scanner ça, puis aller faire un don, à Okirico. Okirico, c'est quoi? Application pour la santé mentale agricole. C'est fait, ça, c'est Hélène Bourgoin et puis Étienne Gosselin. Étienne Gosselin qui est journaliste pigiste, souvent à la revue Le Coopérateur de la Coop fédérée. Et puis Solio Agriculture, excusez-moi. Et puis Hélène Bourgoin qui avait déjà passé à mon podcast également. Ils donnent beaucoup de leur temps à créer cette application-là. Donc, vous pouvez scanner le code barre puis aller faire un don au montant que vous voudrez. C'est sûr que ça va aller à la bonne place. Inquiétez-vous pas pour ça. Ils travaillent très, très fort. Puis bénévolement, en plus, eux autres travaillent bénévolement là-dessus. Mais ça prend de l'argent quand même pour développer l'application. Donc, une belle initiative. Yes, sir. Ben là, on l'a. À coûte rien, pareil, l'application à utiliser. Ben, pas l'application, ben le code barre. Donc, allez-y. Allez te donner généreusement. Mathieu! Oui! À soir, on va parler de conditionnement des grains. Oui. Mais on ne parlera pas de séchage. Non. Juste pour bien préciser, on a un sujet précis, un expert en la matière qui est Mathieu. On va parler de conditionnement des grains. On va en refaire un autre sur le séchage, mais plus tard, par exemple. Plus tard en saison, quand ça va être le temps de parler de séchage. Ouais, style genre. Parce que là... on n'est pas rendu là, mais pas pantoute. Puis, il y a beaucoup de choses à dire. Fait que ça ne veut pas non plus faire un live qui dure une semaine. Non. Et focus sur notre sujet de ce soir. C'est ça. Je vais avoir de quoi qui va durer 1 heure. La dernière fois, on a fait 2 heures, mais là, on avait quelque chose de gros, là. Fait que là, on resserre un peu les affaires puis pour arriver dans notre temps. Donc, Mathieu. Oui. Donc, je vais partager l'écran, qui est Mathieu Faneuf. Donc, tu es un ancien ingénieur, je pense.
Bon, ancien, je n'ai pas pris ma retraite encore. Non, c'est rien que parce que tu n'as pas payé ta cotisation, je pense, là, mais c'est Ouais, une question de même. Là. J'ai pas payé ma dîme. Non, c'est ça. Mais tu es quand même, comment on dirait ça, un bachelier en ingénierie, c'est quoi? Oui, exactement. Fait que c'était bachelier en ingénierie, puis dans le fond, avant, bon, tu faisais ton juniorat, puis après ça, tu tombais ingénieur. Maintenant, ils appellent ça candidat à la profession. OK. Fait que dans le fond, tu vas faire 2-3 ans sous la tutelle d'un ingénieur qui va. Tu vas avoir ton chaperonnage, puis au terme, là, tu passes un examen, tu es admis à l'ordre, puis là, tu payes tes cotisations. Comme toi, tu payes tes cotisations à ton ordre. L'UPA? Ben, c'est plus à l'UPA. Ouais, c'est ça. Non. Je ne suis pas agronome, là. Non, ben. Moi, tu retournes à l'école. Ouais, j'ai pas le temps. Non, ouais, ça tente pas. Non, ça va faire de même. Ouais, c'est ça. J'ai passé l'âge. Fait que c'est ça, j'ai fait mon cours en ingénierie, puis au terme de mon cours, là, j'ai rencontré des producteurs, voir s'il y avait des enjeux au niveau de la ferme. Puis bon, moi, j'ai fait un cours de génie électrique, puis sur la fin, on choisit un projet là, sur lequel on va travailler. Puis, moi, je m'orientais là, électrique, mais également là, tout ce qui est IoT. Fait que l'Internet des objets, à cette heure, on est pas mal tous familiers avec ça. Là. On est capable de suivre nos tracteurs à partir du téléphone de chez nous. Là. Fait que ton gars, un jour, qu'il soit dans le tracteur puis qu'il se promène au champ, tu vas pouvoir le suivre. Bon, fait que dans le fond, toute cette architecture-là technologique, c'est dans quoi j'ai étudié. Puis, dans le fond, on a construit, là, on a rencontré des producteurs, on a ciblé un besoin, puis on a construit une solution là, pour répondre justement aux enjeux du séchage, l'entreposage des grains, des centres de grains. Fait qu'aujourd'hui, Agrilog a une expertise, moi et mon équipe, je ne suis pas tout seul. Fait que maintenant, on a une belle équipe, puis fait que dans le fond, c'est ça, on apporte, il a fallu qu'on ait fait nos devoirs comme toute bonne personne devrait le faire. Fait qu'on a étudié c'est quoi le procédé de séchage, l'entreposage. Oui. Puis après ça, on a construit une solution. Puis avec les producteurs, là, on travaille fort à toujours améliorer ça. Fait que c'est les gars de terrain qui travaillent avec la solution. Fait que on est à l'écoute de ce que disent les gens pour que ça soit vraiment là, ça coche. Puis que ça réponde aux besoins, là, puis que ça soit facile à utiliser. Là, justement, là, cette semaine, puis la semaine prochaine, on va faire un appel à nos producteurs là, pour faire une petite table ronde. Fait que Christian, là, tu vas sûrement avoir du lousse entre tantôt et ce printemps, entre deux coulées. Faut que ça gèle fort pendant 3 semaines de temps. Bon, hey, écoute, Mathieu, juste pour être rapide, tu as lu quand même pas mal de littérature, dans le fond, sur l'entreposage des grains, le séchage, la ventilation, toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on avait pas mal de setupage à faire, nous autres, à la ferme, tu sais, versus ce que les silos ont été bâtis dans le temps. Souvent, tu sais, t'as mal équipé un peu. Moi, je m'en rends compte un peu chez nous, là. Est-ce que c'est pas mal pareil partout? Ben, écoute, Christian, il y a eu des initiatives, là, en 1980, là, je me rappelle pas du nom du ministre de l'époque, là, M. Gagnon, c'est ça? Garon. Jean Garon. C'est ça. Fait qu'il y a eu des initiatives qui ont été mises en place là, pour que les gens commencent à s'équiper de silos à grains, entreposés. Puis il y a eu aussi les moissonneuses batteuses. Là, il y avait eu je pense qu'il y a eu de l'aide par rapport à ça. Puis dans le fond, c'était pour lancer le bal un peu. Fait que du moment où un producteur achetait une moissonneuse batteuse, ben là, il s'en a racheté une plus grosse, une meilleure. Puis là, c'est la roue qui tourne. Mais les premiers silos répondaient à un certain besoin à l'époque. Aujourd'hui, le besoin il a évolué et est différent. À l'époque, on récoltait des céréales secs. Là, à cette heure, on sait que si on les récolte plus tôt, un peu plus humide, on évite qu'il y ait des problèmes là, de champignons, fusarioses, etc. Fait qu'il y a tout avantage à récolter un grain plus humide puis le conditionner. Sauf que là, si on veut sécher, corriger l'humidité de notre grain en silo, ben là, ça prend un débit qui est pas mal supérieur. Fait que, comme chez vous, là, ce qu'on a pu voir, là, c'est qu'il y avait certains silos qui avaient de la hausse, qui avaient besoin justement de plus d'air. Fait qu'on a regardé ça ensemble, on a fait des changements qui s'imposaient là, pour que ça fonctionne.
Good. Bon. Ensuite, on va commencer ici. On va parler des ventilateurs pour commencer. Oui, fait que, tu sais, il y a... Là, on voit 3 types de ventilateurs, mais en réalité, il y en a 4. Fait qu'on a, à gauche, on a une centrifuge en ligne. Au centre, on a une centrifuge. Puis à droite, on a une axiale. Fait que, à gauche, c'est un mix des deux autres de droite. Fait que dans le fond, on a une turbine à l'intérieur qui est mise comme dans le même casing qu'une axiale. Fait que la centrifuge en ligne. Puis on a la centrifuge qui est vraiment là de côté. Puis celle du centre, ben, il y a 2 modèles. On a un modèle qui va, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle les pales vont tourner. Fait quand on regarde sur le moteur, on va voir le nombre de RPM. Fait qu'on va avoir 1750 tours minute. Puis on a une 3400 tours minute. Fait que pour différencier un peu les deux, leur fonctionnement, ben, c'est un peu comme sur ton tracteur. Là, je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui. Tu as le lapin puis tu as la tortue. Fait que le lapin, ben, ça va vite, mais c'est pas capable de tirer une charge. Mais quand tu te mets sur la tortue, ça va moins vite, mais tu es capable de tirer une charge. Fait que quand tu vas aller labourer, tu vas te mettre sur la tortue, puis tu vas être capable de tirer ta charrue dans la grosse argile. Ben, c'est le même principe. Fait que ici, quand on prend une 3400 tours, on est en mode lapin. Fait qu'on va pousser de l'air doucement, mais avec une pression, on va être capable de forcer l'air à passer au travers du grain. Quand tu parles, tu parles de la centrifuge inline. Ben, la centrifuge inline, puis la centrifuge aussi, là, celle du centre, mais qui tourne plus rapidement. La high speed. Parce que là, celle qui est démontrée exact. là, c'est une low speed. Ah, ben, comme ça, on n'est pas capable de le différencier. Là. Celle du centre, là, il y a 2 modèles, puis la seule chose qui change, c'est vraiment la vitesse du moteur puis les pales à l'intérieur. Sinon, les deux, de l'extérieur, ils sont pareils. Là. OK. Fait que quand tu as des céréales, tu vas favoriser la high speed ou celle qui est à gauche, là, la inline. Puis la inline, elle se trouve être un entre-deux entre le centrifuge du centre puis à droite, l'axiale. Parce que nous autres, souvent, ce qu'on a, c'est des axiales inline. Exactement. Donc là, pour du soya, ça fait un job. Du maïs, c'est correct. Quand tu arrives avec du blé, c'est une autre affaire. Là. Ça marche plus. Parce que là, c'est tellement tapé qu'il faut que tu pousses de l'air, il faut que tu travailles fort. Fait que là, il faut que tu te battes en mode lapin. Fait que tu sois capable de pousser de la pression. Fait que c'est soit de la pression avec un petit débit ou vraiment un gros débit. Mais là, il faut pas qu'il y ait trop de restrictions. Fait que là, ça prend un grain plus grossier. Là. Ben, un grain où il va y avoir de l'espace entre les grains. Fait comme le maïs et le soya. Question de même. La fan axiale, justement. Tu voudrais avoir plus de pression statique. Est-ce que tu pourrais bolter une deuxième fan axiale en avant? Ça se tu fait. vas aller à la même vitesse, mais là, c'est comme si tu envoies labourer que 2 tracteurs un en avant de l'autre. C'est ça, là. Fait que si tu as 2 ventilateurs, ben, il y en a un qui traîne sur les tablettes parce que tu as des manches un silo. Tu pourrais, oui, les raccorder un après l'autre. Ben, il faut que ce soit avec 2 fans pareilles, là, on s'entend, là. 2 fans pareils, avec le même HP. Fait que là, dans le fond, c'est que la première va pousser un débit, mais elle va bâtir une pression, puis l'autre, elle va pousser comme sur la deuxième. Fait que c'est très rare de voir ça. Il y a des compagnies qui ont fait ça, qui ont développé un système de séchage, mais avec 2 fans axiales bout à bout. Il y a une compagnie aux États-Unis qui faisait ça, mais c'est peu commun. Ouais, la compagnie, serais-tu Shivers? Oui, c'est ça, oui. Shivers, que j'ai déjà vu ça dans le pamphlet, justement, là, 2 fans axiales bout à bout pour augmenter la pression statique. Exact. C'est pas quelque chose que l'industrie favorise parce que, bon, de un, c'est des ventilateurs qui mènent quand même pas mal de bruit. Là, fait que si ta maison est juste à côté, ça fait pas mal de bruit. Fait que la fan au centre, là, celle du centre, la low speed, très silencieuse. Elle va être capable de pousser relativement le même débit d'air. Là. Fait que, tu sais, d'acheter 2 moteurs ou d'en mettre une au centre, ça va revenir meilleur marché de prendre vraiment le bon ventilateur dès le départ. Là. OK. Mathieu, on a une question. Benoît Pelletier. Et si j'avais un moins fort un peu, le moins fort serait en premier ou deuxième? Ah non, faut que si on les met les deux ensemble, il faut que les deux soient pareils. Oui.
faut que les deux soient Vraiment, pareils. et c'est ça, deux identiques. Sinon, ça risque de ne pas donner les résultats voulus. Là. Ouais, c'est ça. C'est l'autre problème. Ça n'augmente pas le débit d'air, par exemple. Tu vas avoir le même débit d'air quand tu les mets bout à bout. Si tu veux augmenter le débit d'air, il faudrait que tu rajoutes, faudrait que tu mettes les fans une à côté de l'autre. Là, tu vas augmenter. C'est bon. L'autre image là, qu'on a, Christian, là, on voit un peu, ouais, c'est ça, à travers un tableau, là, comment les différents ventilateurs travaillent. Fait que si on regarde la fan axiale qui est complètement à droite, on voit que vraiment, elle va pousser beaucoup plus d'air, mais à basse pression. Fait que dans le fond, en bas, ce qu'on voit, c'est le débit d'air, puis à gauche, c'est la pression. Et dans le fond, plus que vous mettez du grain, plus ça fait des restrictions. Puis là, il va se bâtir, il va se créer une pression là, au plénum. Le plénum, ça, c'est en dessous du plancher. C'est ça. Fait que dans le fond, l'espace, là, le plénum, c'est vraiment en dessous de ton plancher où ce que l'air est poussé. Fait que là, tu pousses de l'air. Là, vu qu'il y a du stock au-dessus, ben, ça fait une restriction. Fait qu'il se bâtit une pression. Fait que si tu as un pied de grain, c'est à peine s'il y a du stock. Là, fait que la pression va être très basse. Fait que là, la fan axiale, elle va quand même délivrer beaucoup de débit d'air. Moindrement que tu vas mettre du matériel, là, on voit que la courbe, là, elle s'en va faire comme la gauche. Là. Dans l'autre extrême, là, si on a un silo de 40 pieds et 5 du blé, ben, on va avoir peut-être 14 pouces d'eau. Fait que là, quand on regarde complètement à gauche le ventilateur, là, puis on a la barre verte, fait qu'on voit que là, si rendu à 10 pouces d'eau, ben là, on a à peu près 3000 CFM, mais en prenant la centrifuge high speed. Tandis que toutes les autres, ben, il n'y a plus... la courbe, elle se rend comme pas, là. C'est ça. Il pousse moins d'air, mais il pousse plus fort. Fait que là, plus que tu pousses de l'air, moins qu'il est fort. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est le compromis de soit que tu as de la pression ou soit que tu as du débit. C'est ça. Ça dépend de ton grain que tu as conditionné aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, typiquement, là, les deux à droite, là, la 1750 tours puis la axiale, ça va être pour du soya puis du maïs. Typiquement, là, des silos là, d'à peu près 18 pieds, là, on va avoir à peu près 1 à 2 pouces d'eau au plancher, mettons, avec du soya. Puis là, quand on va monter à une quarantaine de pieds, ben là, la pression peut monter à 3 à 4 pouces d'eau. Fait que là, on voit que c'est comme la deuxième barre grise. Là. Ça va se rendre là. OK. Fait que, mais après ça, si vous avez du blé, puis vous mettez 18 pieds de grain, ben là, rapidement, vous vous rendez à 6-7 pouces d'eau. Fait que là, les premières, les deux ventilateurs de droite, ils ne se rendent même pas à 6. Là. Fait qu'il n'y a plus d'air qui passe. OK. Regarde, j'aurais une question aussi de André Ménard, de Alma. Je regarde pour un silo 24 pieds, 6 rings de haut. Serait mieux avec un ventilateur axial 10 HP ou un ventilateur centrifuge de 10 HP qui se trouve être 2000$ plus cher au total. Lui, Alma, on s'entend que c'est probablement pas du maïs qu'il va faire, c'est peut-être plus du petit grain. C'est ça, là, ce qui manque comme information, c'est est-ce que ça va être de la céréale ou ça va être maïs soya. Fait que, bon, typiquement, au Lac-Saint-Jean, on fait beaucoup de céréales. Fait que si on parle de 6 rings de haut, un silo de 24 pieds, ben ça va prendre une inline ou une centrifuge high speed. Fait que les deux ventilateurs qui sont à gauche. Après ça, ben, vu que c'est un 24 pieds, 6 rings, ça reste plus d'être une inline là, qu'une centrifuge. Puis dans ce cas-ci, là, André nous parle d'un ventilateur 10 HP. 10 HP, c'est amplement suffisant. Là. Puis 10 HP, sur le 240, ça va prendre un pas pire câble. Je ne sais pas si André il y a du 600. Je ne sais pas. S'il n'y a pas de 600 sur le 240, souvent, là, on va s'arrêter à un 7 force et demi. Surtout dans le cas d'une centrifuge inline, là, moi, chez nous, quand je n'ai ployé la 10 HP, puis il a fallu repartir un fil du panneau électrique, du garage, creuser un canal dans le cour, juste pour cette fan-là. Oui, parce que là, ce qui arrive, c'est que tu sais, la fan axiale, quand tu es part, là, le moteur, il part tout de suite puis il s'emballe. Il va prendre son air d'aller. Centrifuge, là, c'est quand même... les pales, c'est assez gros, là, fait que le temps que ça décolle puis ça parte, là, oui. demande du jus. C'est ça. C'est au départ qui est dur à partir.
coup il est parti, ça va bien. Oui. Ce qui reste ce qui limite à un moment donné, c'est justement là, c'est l'entrée électrique. Puis bon, si vous avez du 240 ou du 600, fait que toujours mieux avoir. Vous êtes capable d'avoir un 10 force, c'est parfait. Puis si vous avez des silos de bonne grosseur, là, des 1000 tonnes et plus, là, un 20 HP minimum, mais là, des fois, à un moment donné, c'est l'entrée électrique qui dicte un peu la chose. Regarde, j'en aurais une ici. Les pales du high speed et low speed sont différents. Ça ne se mettrait pas une drive pour faire varier le RPM. Ou la drive, pas nécessairement pour faire varier le RPM, mais quand tu tombes avec un 240 triphasé, ça te demande quand même moins d'ampérage au départ parce qu'il part tranquillement. T'es quand même ingénieur en électricité, ancien ingénieur en électricité, tu devrais savoir ça. Dans le fond, ici, les ventilateurs sont faits pour rouler genre à pleine vitesse. OK? Les pales sont différentes. Ouais. Ils sont différentes parce qu'ils ne forcent pas pareil. Puis l'inclinaison même est pas pareille. Fait que pour qu'il délivre sa force mécanique, il faut que le moteur il tourne à son plein régime. Dans le fond, la drive, ce serait plus tu as un moteur en haut de 10 HP. Il va partir tranquillement, mais tu mets tout le temps la vitesse au bout de pareil. Mais ça va lui donner une chance au départ. C'est ça pour décoller, dans le fond. Ouais. Puis, mais dans son cas, mettre une drive pour faire varier le RPM, ça va coûter beaucoup. Ça va coûter cher pour rien. Ouais. Au final, votre ventilateur, il est là pour pousser de l'air. Puis, dans le fond, ce que vous voulez, mettons, c'est si ton grain, tu viens de le récolter, il est chaud, ben, tu veux le refroidir au plus rapide. Puis, dans certains cas, dépendamment du moteur que vous avez, ça peut prendre 15 à 30 heures. Là, si ton grain, tu viens de le récolter au champ, il est à 30 de température parce qu'il fait super chaud puis il est humide, il ne faut pas que ça niaise. Fait que c'est comme le plus vite possible. Good. Ensuite, y a-tu des trucs pour décoller les low speed pour ne pas brûler les fuses? À part enlever le grillage et donner une swing? Non? Non, okay. Parce que là, maintenant, elle va te manger les doigts. Là. Donne pas des mauvaises idées. Là. Oui, il y a des. Dans le fond, au niveau électrique, vous avez un contacteur que, aujourd'hui, c'est tout fait de même. Là, fait que vous avez un bouton Start-Stop dans le côté de votre boîte sur votre ventilateur. Tu pèses sur Start, le contacteur, il clenche, puis là, le courant, il est donné. Il y a des soft start qui font en sorte que ça va limiter le courant d'appel. Fait que ça va partir plus doucement. Ça va faire éviter de faire sauter les fuses. Et il y a un autre point intéressant ici, là, c'est que si tes fuses ils brûlent, ça se peut que tu n'aies pas les bonnes fuses. Il y a plusieurs sortes de fuses. Là, puis pour quand on arrive dans des gros moteurs, ça prend des fusibles spéciales qui vont supporter une charge au démarrage pour pas qu'ils brûlent. Ça se peut qu'ils coûtent plus cher, mais ils ne brûlent pas. Ils sont faits exprès pour ça. J'ai déjà vu ça chez un producteur. Là, il y avait justement là, des moteurs 20 force, puis ils brûlaient à répétition. Il y avait 2-3 choses qui faisaient en sorte que ça menait à faire brûler les fuses, mais entre autres, quand il a changé les fuses, ça a été réglé, il n'a plus jamais brûlé. OK, là, on parle de fuse et non de capacitor. Oui. OK. Fait que là, dans son cas, Marc-Olivier, si tes fusibles ont tendance à brûler souvent, parle à ton électricien, il va pouvoir vérifier c'est quel type de fusible. Puis ça prend des fusibles qui supportent les courants d'appel au démarrage pour les moteurs, puis c'est des fuses spécifiques pour des moteurs. Parfait. J'avais un autre commentaire ici. Un peu dans le même ordre d'idée que moi d'enlever la grille et donner une swing, mais un moteur à gaz pour décoller l'électrique. Ouais, ça, c'est comme les guns à patate. Là. Tu mets un peu de gaz, là, ça part. Fait ça avec un moteur de Belarus, lui. OK. On est rendu à une graphique. Parce que quand on veut conditionner du grain dans le silo, ce qui empêche de l'écoulement d'air, c'est l'épaisseur de grain qui est dans le silo. Il ne faut pas faire par exprès de l'emplir et d'espérer que l'humidité descende. Là. Là, dans le fond, mon petit tableau ici, ce qui exprime, c'est que, si, mettons, tu regardes en haut, là, si tu mets un pied de grain, c'est la pression que tu vas retrouver au plancher. Là.
Puis là, quand j'avais fait mon petit calcul, là, c'était pour un moteur 10 forces, je pense, pour une certaine dimension de silo. Le fond, tout ce que ici on cherchait à expliquer, c'est que si vous rajoutez du grain, fait que là, vous descendez dans le graphique, ben, si tu regardes, mettons, à 10, ben, dans le blé, tu as 2,7 pouces d'eau. Puis là, si tu en vas jusqu'à dans le soya, qui est le plus facile, tu as 0,49. Okay. Si tu remplis ton silo, en bas, ben, tu as 18 pieds de grain. Dans le blé, tu arrives à 9,68. Les ventilateurs axiales, genre des listes d'avions qu'on voit sur nos vieux silos, là, ben, à 3,5, à 3,5, le moteur fait du bruit et puis il n'y a plus d'air qui passe. Fait que si tu as un silo rempli de blé, 9,68, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun grain d'air qui se rend en haut, au toit. Ouais. Mais par contre, dans le soya, au-dessus, on est à 2,34. Fait que là, l'air, elle va passer au travers du grain. Fait que la fan axiale va marcher, maïs, soya. Après ça, quand on arrive dans les céréales, ça ne vaut plus rien. Fait que là, on a un grain qui est récolté au champ. Il faisait beau cette journée-là, 25 degrés. On a des céréales qui sont récoltées au lac. 20 degrés, mais au lac, ça risque peut-être de ne pas marcher. Là. Mais 20 degrés, puis 20% d'humidité, on met ça dans le silo. Là, puis il n'y a pas d'air qui passe. Ça va faire un bloc. Ouais, surtout quand tu mets ça dans un silo Victoria avec une fan de 3/4 de force qui tire l'air. Avec un dock dans le plancher. Dans le maïs, ça peut marcher, mais dans le blé, on oublie le projet. Là. Non, c'est ça. Ça ne marche pas. Fait que grosso modo, ça prend le bon ventilateur sur le bon silo, puis pour les bons types de grains. Fait que, typiquement, quand vos silos, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Il va y avoir des silos qui vont être plus spécifiques pour les céréales, d'autres pour maïs, soya. Fait que là, quand ils sont designés correctement, vous vous arrangez autant que possible de tout le temps mettre ça dans les bons silos. Si vous avez une fan axiale, ben, vous pouvez quand même mettre un 8-10 pieds de grain. Là, ça va marcher avec vos fans axiales. Mais si vous savez que vous avez un grain qui est très chaud et très humide, mettez pas ça là, vous allez... Mais-en moins épais, mais mets-en dans plus de silos. Ben, c'est ça. Fait que, ou ben non. Dans le fond, là, tout ça, là, ça se mesure. Là. Les chiffres qui sont là, si tu ne les respectes pas, ça ne marchera pas. Fait que là, ça ne te donne rien. Là. La seule affaire qui va arriver, c'est que tu vas scraper ton stock. Fait que là, tu le sais. Tu le sais que ça marche ou ça ne marche pas. Yes. On aura une question ici. On a Christian, ouais. Ouais. Pourquoi les Américains utilisent moins les fans sur leurs silos? Nouvelles installations, mais ils font circuler le grain dans des gros séchoirs au propane. C'est-tu plus vite pour le séchage? Là, on n'est pas là pour parler de séchage, mais là, on est vraiment plus dans le conditionnement des grains. Il faut faire la distinction entre les deux. Là. Bon, si on veut répondre vite, Christian, on pourra peut-être se reparler en dehors du... Christian La Liberté, en dehors du... on pourrait s'écrire, là, mais aux États-Unis, dans certaines places, ils récoltent quand même du grain relativement sec. Puis, il fait chaud, le grain est déjà sec, tu le passes dans le séchoir, ça coûte pas grand-chose, tu fais juste genre quasiment changer l'air, puis mettre un peu de chaleur, puis le grain est sec. Fait que, tu passes ton stock bien vite, tu le refroidis dans le silo. C'est vite fait, là. Good. Là, on était rendu au... J'avais-tu une autre photo, je pense, à montrer avant? Non, on est rendu là. Dans le fond, on a parlé des ventilateurs. Oui. Fait que, s'il y en a que c'est pas clair, on s'écrit. Fait que, dans le fond, à retenir pour les ventilateurs, le bon ventilateur sur le bon silo, ça fait un excellent job. Pour ce qui est des prises de toit, ben là, on veut conditionner des céréales, on veut les sécher à l'air. Il n'en manque pas gros, on veut juste le ventiler pour enlever l'humidité. Mais là, si on met un bon fan qui pousse de l'air, puis qu'il n'y a pas de prise au toit, l'air, elle sort pas. Fait que l'humidité, elle sort pas. Fait qu'il faut quand même que le nombre de prises de toit au toit, il matche le nombre de CFM qui est poussé au plancher. Comme moi, chez nous, j'avais des fans 3 HP sur mes 24/5, mais j'avais que 2 sorties dans le toit. Mais c'est comme calculer quand le silo est plein. Mais quand tu as une section de grain dans le silo, on s'entend que c'est loin qu'il manque de sortie d'air. Là.
Tu sais, t'étais venu une fois chez nous, puis t'avais ouvert le trou d'homme, là, puis pouf! Le trou d'homme avait sauté, là. Ouais, tu sais, quand la trappe, elle manque de te taper dans la casquette, là. Ouais. Elle te passe sur le bord du nez, là. Ben, c'est un indicateur que là, l'air, elle sort pas. Fait que dans le fond, t'as une fan qui pousse, mettons, 10 000 CFM, puis là, il y a 1000 CFM qui sort au toit. Fait que dans le fond, en bas, elle fait du bruit, mais il se passe rien. Il y a 1000 CFM qui sort en haut. Fait que c'est comme tu souffles dans une bouteille en plastique. C'est ça. C'est pas d'avance, ça aide pas. Exact. Fait que la règle du pouce pour les prises, là, c'est que pour un pied carré, 12 pouces par 12 pouces, ça va laisser passer 1000 CFM. Là, si votre fan il pousse 4000 CFM, ça prend 4 prises de 1 pied carré. Là, il y a des prises qui sont grosses de même. Là. Puis il y en a qui sont grosses comme ça. Là. Fait que t'en as une grosse. Il y en a des 18 pouces par 18 pouces. Ça fait 2000 CFM. Fait que tu peux mettre des grosses, t'en mets moins. Ou plusieurs petites. Mais il y en a aussi qui mettent une fan dans le toit. Ouais, là, on va voir ça sur des silos de 5000 tonnes. Ouais, des gros silos. 2000 et plus. Fait que là, tu as une fan de 3 forces qui tire l'air du toit. C'est ça. Fait que là, ça va, dans le fond, c'est parce que là, ils mettent une fan, t'as des 2 puis des 4 HP, mais c'est des fans axiales, mais ça tire un bon 12 000 CFM au toit. Là. Fait que, tu sais, c'est, mettons, 12 000 CFM, ben, c'est 12 prises carrées. Fait que ça fait beaucoup moins de trous sur ton toit. Moins de chances que la neige rentre. Puis au niveau du prix, ça revient au même. Fait que dans le fond, tu élimines ton risque là, d'infiltration d'eau. Après ça, ben, quand tu es rendu avec des gros silos de même, souvent le stock il va rester longtemps dans le silo. C'est un silo de 5000 tonnes. Ben, tu ne vas pas le vidanger le 1er décembre. Là. Tu vas avoir du stock que tu vas entreposer peut-être jusqu'à la prochaine récolte. L'été, quand il fait bien chaud, ben, tu peux juste partir de la fan au toit. Tu changes l'air chaud qui est au toit. Là. Ouais, c'est ça. Entrée d'air, sommes-nous en général sous-équipés en entrée d'air? Je pense que oui. Mettons, là, je ne voulais pas parler de séchage, mais souvent, les silos séchoirs, les vieux silos séchoirs, c'était pas rare de voir 4 sorties d'air sur le toit. Là. Puis quand tu te présentais la face au-dessus du trou d'homme, la casquette en revole. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis dans le fond, là, ce que ça amène comme problème, là, ce que ça amène comme problème, c'est que s'il n'y a pas assez de prise, là, t'as l'air qui arrive dans le toit, puis là, elle viraille dans ton toit. Mais là, t'es dans un silo séchoir, t'as de l'air super humide. Là, elle tourbillonne, mais là, le toit, lui, il fait comme un fils d'un radiateur. Fait que là, l'air, elle passe proche, elle ressort refroidie par la toile, par le top, parce que mais il fait frais dehors. Là. Fait que là, l'eau, elle condense, puis là, ça coule, puis là, ben, puis il en sort un peu, c'est à bord de toi, mais il en dégoûte pas mal en dedans. Puis là, dans le fond, tu sais, l'eau, elle fait ça, elle monte, pas tombe. Si tu veux que ton air sort, mets des prises, l'air sort, ça sèche plus vite. Là, au lieu que l'eau reste à tourbillonne là, dans le toit. Là. Donc, c'est une grosse différence. Yes. On a-tu une question? Là? Ça a l'air une méchante. Non, c'est, ouais, non, il faisait un commentaire sur la trappe, la photo de la trappe à l'air. Ouais, ben regarde, si tu reviens, là, regarde, ça a l'air d'une méchante trappe à neige. Ben, regarde, il y a un grillage pour pas que les petits moineaux y rentrent. Là. Ben, il y en a d'autres modèles là, que c'est comme une trappe à bascule. Ouais, mais il y a une affaire, par exemple, il n'est pas installé de même sur le silo. Parce que là, le silo, le toit, il penche, puis le bec est vraiment. Il n'est pas fait de même pour que la neige rentre. Là. Non, c'est pas une chute de souffleur. Là. C'est ça, là, il est vraiment basculé sur l'autre bord. Là. Exact. Ben, c'est ça, mais il y en a aussi des modèles là, que quand Claire elle pousse de par l'intérieur, elle va s'ouvrir. Puis là, quand le ventilateur il arrête, tout ça se referme pour éviter justement que la neige rentre. OK. Il n'y avait pas des trappes de top dry qui étaient faites de même? Ouais, ben, il y a des vieilles trappes. C'était comme un triangle avec une porte là, qui basculait de même. Mais GSI, il y en a justement ces vents-là avec la fameuse trappe à bascule. OK. Chaque compagnie a un modèle différent, là, mais ce qui est important, c'est une grosse surface pour que l'air sorte. Parfait. OK. Ben lui, pour en avoir, je sais, celle-là, il en rentre 3-4 fois plus que les 30 degrés rondes. Chose est sûre, c'est que... Ça peut-tu dépendre de du positionnement sur le toit du silo?
Non, c'est sûr Non? que, tu sais, veux pas, la gueule est quand même ouverte, là, puis le vent, il va rafaler, là. Mais tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les trappes vont toujours avoir de la neige qui va rentrer. Mais là, si tu as des grosses trappes, oui, il y a peut-être un peu de neige qui va rentrer un peu plus. Mais là, si ça t'en prend 6 au lieu de 10, tu as moins de trous. Fait qu'au final, ça risque d'être du pareil au même. Vendez du blé d'Inde au dégel. Ça va donner une chance. Ouais, puis après ça, regarde, t'as des silos, mon gars, qui sont pleins, mon gars, plein raide, là, avec du maïs à 350$ la tonne. Là, ça coûte pas cher d'aller checker un coup d'œil. Non. Puis tu sais, il y a bien du monde qui parle de gaspillage alimentaire, là. Perdre un silo, il n'y a personne qui voit ça. Là. Le monde voit rien que, mettons, le oignon de salade que tu jettes dans les vidanges, là. Mais perdre un silo, là, ça doit arriver. C'était peut-être plus fréquent avant parce qu'on récoltait du blé d'Inde bien humide, puis ça se séchait pas bien, ça se ventilait pas bien. Mais à cette heure, c'est peut-être un peu moins fréquent. Tu sais, comme moi, les fans sont mieux adaptés, puis... C'est plus rare, mais ce qui arrive, là, ce qui est encore très, très, très commun, là, tu sais, genre, il y a de la neige qui rentre, tu y vas pas, ça fond, ça fait un moton. Le moton, il se rend au fond. Puis là, ça sort plus. Ah! Faut faire des pyramides anti-motons. Ça arrivera pas. Puis une inspection, ça fait moins de motons aussi. Parce que nous autres, on a des silos là, on parle de la neige, mais après ça, quand tu récoltes, là, le fine là, qui rentre, on va en reparler tantôt. Là. Mais la poussière là, qui fait un bloc, là, puis il y a d'autres choses à faire aussi là, pour pas qu'il y ait un moton. Là. Parce que, tu sais, il n'y a rien de pire que d'entendre une histoire là, de quelqu'un qui vient de se bâtir un silo flambant neuf, puis là, on a eu une année un peu so-so à récolte. Là, ça s'est jammé, puis ça a bouché le trou en bas, puis là, ça a fini que tu fais un trou au torche dans le côté du silo pour planter une vis pour le vidanger, parce que là, c'est bloqué dur. Là. Le silo est flambant neuf, ça ne te tente pas. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut inspecter. C'est vivant. Tu mets de l'eau, de la chaleur, ça pousse. Oh, oui, là, il est dans le silo. Fait que quand ça pousse, c'est ordinaire. Là. C'est ça. Good. Là, tu avais un petit graphique. Christian, on est rendu à notre... Ah, mais là, on va parler... on va parler de mythes et légendes. Mythes et légendes. Attends un petit peu. Mythes. Mythes et légendes. Parce que là, dans le fond, ça, ce que ça nous dit, j'ai un silo, bien plein de grains, du maïs. Puis là, à gelé bien dur après la récolte. Il faisait moins 20, là, j'ai roulé mes fans bien comme il faut. Fait que là, ben, ma masse de grains est congelée. Bon, fait que là, en bas, on voit cold grain. Là, fait que dans le fond, on a imaginé au centre, là, mon grain est gelé. Bon. Principe de la montgolfière, tu réchauffes l'air, la montgolfière elle monte. Puis quand l'air se refroidit, ben, elle descend. Fait que là, on a une masse de grains gelés. L'air est frais, elle est plus pesante, puis elle descend. Fait que là, il mouille assis au dehors, on est au printemps. L'air, elle rentre par la trappe. Elle passe au travail du grain. Puis là, ben, l'air est chaud puis humide. Puis là, elle tombe sur du grain frais. Puis là, ben, ça condense. Puis là, l'air, elle sort. Super. Ça sent bon à la sortie de la prise en bas, du ventilateur. L'air est sec, est fraîche, ça sent bon. Ouais, mais c'est parce que là, en haut, c'est en train de colmater. Là, fait que là, tu as un air chaud qui rentre. Ça fait une zone d'humidité élevée là, en haut. Là. Ça va finir par faire un bouchon. Là, quand tu vas vidanger, ben, à un moment donné, ça va jamais. Là. Fait que si ton grain est à la même température qu'à l'extérieur, il n'y aura pas le phénomène là, de l'air qui cherche à monter et descendre. OK. Parce que là, ton blé d'Inde, tu le bord du silo, le soleil le réchauffe. Aussi. Fait que tu sais, là, on vient de sortir, mettons, de la récolte. Le grain est sorti du séchoir. On va être dans le silo. On continue à le tempérer, à le ventiler. Les températures descendent, on le refroidit. On arrive début décembre, il fait 0 degré. Tu changes encore ton air. Là, de l'eau gelée, là, ça fait de la glace. De la glace, c'est de la glace. Ça ne s'évapore pas de même. Là.
C'est quand même bien que tu t'enverrais de l'air à moins 20. Ton grain, si ton eau dans ton grain est gelée, là, à 0, c'est gelé, puis à moins 5, c'est gelé, puis à moins 20, c'est gelé. Ça ne chauffera pas, là, c'est gelé. Tu descends ta masse à 0, là, on ne va pas ventiler nos silos jusqu'à qu'il va faire 0 degré. Autour de moins 5, moins 3, moins 5, tu prends une belle journée, là, il fait beau, température égale, tu passes ça le matin, tu changes ton air. Au début de la saison, en hiver, là, ça va être de vraiment ventiler gros pour s'assurer que ma masse de grains refroidit. Mais après ça, tu vas changer l'air en 2-3 heures, puis c'est tout. Ça ne donne rien de descendre ça à moins 20. Si tu descends ça à moins 20, ce que ça va amener, c'est plus tard, ça va t'amener des troubles plus tard. Fait que tu changes l'air 2-3 heures ou 2 semaines, puis tu n'auras pas de troubles. Fait que c'est ça qui est à faire. L'hiver, le soleil, il frappe sa paroi. Fait que, c'est pas rare, là, tu vas te mettre une belle journée, tu vas te mettre la main sur le silo, tu t'endures même pas la main tellement que c'est chaud. Fait que oui, sur ces parois du silo, le grain qui est à l'intérieur va se réchauffer. Ben, ça va se réchauffer peut-être sur 6 pouces. Là. Fait que quand il a fait, le soleil a plombé, une couple de jours, il a fait vraiment beau. Oh, bah, tu peux repartir les fans 1, 2, 3 heures juste pour changer l'air, puis that's it. Fait que c'est ça qui est à faire. Bon, oui. Si tu gèles, c'est un peu ça qui s'en vient. Là. Fait que là, mettons, là, t'es rendu au printemps, là, il fait beau, OK, il fait 15 degrés. Puis l'humidité, il fait 70 d'humidité à l'extérieur. Ben, le point de rosée est à 9,6. Ça veut dire que si la température chute en bas de 9,6, il va y avoir de la condensation qui va avoir lieu. Donc, c'est un peu comme quand on sort une canette de bière du frigidaire puis qu'on met ça au soleil, elle vient tout trempe. Exact. Fait que là, tu sais, bon, au printemps, ça va être plus sec. Là. J'ai mis 70%. Là. Fait que même s'il fait 60% ou 50% d'humidité relative, ben à 15 degrés, là, ton point de rosée va être quand même très haut. Là, ton grain, s'il est à 0 ou moins 20, là, c'est sûr que ça condense, puis là, ça vient tout trempe. J'avais fait un exercice là, dans une présentation que j'avais faite, là, puis c'était un silo de 500-600 tonnes avec un ventilateur, je pense une axiale Saint-Force. Puis c'était l'équivalent, là, parce que les conditions ne sont pas bonnes. Là. C'était l'équivalent si tu pognais une chaudière d'eau, là, un 18 litres, là, puis tu as droppé dans le silo à 3 heures. Et ça ne marche pas. Là. C'est bien important de respecter justement, au printemps, on va réchauffer notre grain. Puis l'objectif de ça, c'est que la masse de grain soit plus chaude pour éviter que l'air tourbillonne, puis que plus tard, à l'été, il y ait des problèmes de condensation. Fait qu'on va réchauffer graduellement notre grain, 10, 15 degrés, puis on n'aura jamais de problème de toute la saison. Fait qu'il ne faut pas geler le grain, il faut le refroidir, on le gèle à 0 degré, mais pas à moins 20. Là. Non, c'est ça. Ben, moins 20, ça commence à être un peu trop, là. Ben, c'était un peu... tu finis ta saison, il fait moins 20, tu pars la fan, tu sors tout ton stock au mois de janvier, tu n'en auras pas de trouble. Là. Mais si tu veux entreposer du long terme, ben, il ne faut pas faire ça. Puis, tu sais, là, la tendance est de plus en plus, c'est de vendre juin, juillet, août. Ben là, si vous... Dans ta stratégie de commercialisation, là, tu veux vendre ton stock de plus en plus tard parce que les prix montent. L'année passée, ça a monté à combien au printemps, là, le prix du maïs? Et boy, vite de même, je m'en souviens pas tout. Il a monté à 400$. C'est-tu l'année passée? L'année passée, il y a 2 ans. Le prix était bon, là. Bon, fait que, tu sais, tu dis, hey, je vais attendre encore, il va monter. Fait que là, il y a une tendance dans les dernières années à ce qu'il monte quand même pas mal. Là. C'est sûr, avec ce qui se passe sur le marché, là, il y a une tendance à payer pour plus tard. Là. Fait que, si tu veux amener ton stock plus loin dans ta commercialisation, plus loin dans le temps, ben il faut surtout pas que tu gèles ton stock. Là. Non, et ça prend une bonne ventilation. Là. Faut que tu y fasses attention. Ventile régulièrement, ça a son jeu d'avantages. Dans le fond, ici, là, on a le problème là, de justement de la condensation. Là. Fait que à 65% d'humidité relative,
ton air est à 15 degrés. En refroidissant l'air, sa capacité de transporter de l'eau baisse. Fait que c'est le principe que là, tu as un verre qui est à moitié plein, mais si tu refroidis ton air, ben là, il déborde. L'air est plus capable de transporter de l'eau. Plus qu'un froid, moins qu'elle transporte de l'eau. Fait que là, le verre déborde. Tu as 3,5 grammes par mètre cube. Puis là, tu envoies des mètres cubes à côté avec ton fan. Avec ton fan ou ta fan? Masculin ou féminin, ça? Un ventilateur. Ouais. Une fan, un fan, une fan. Une fan. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, évitez de geler pour rien vos stylos. Puis un grain qui se fait aérer régulièrement, il va rester sec, une bonne odeur. Il n'y aura pas d'air qui va stagner. Ça ne sentira pas le vieux fond de silo. Okay. Fait que déjà là, à l'odeur, vous allez avoir un grain qui paraît bien, là, qui paraît mieux. Fait que tu ventiles régulièrement, ton stock va se conserver sans problème. Mais c'est sûr que genre, si tu remplis ça dans le silo, tu pars la fan, tu l'arrêtes à la fin de la récolte, puis tu ne touches plus jamais. Là, mon gars, le job est après toi. Regarde cette canot-là, 1100$ la tonne, printemps 2022. Puis du canot-là, ça doit prendre une fan axiale inline. Pas axiale, centrifuge inline, parce que c'est vraiment petit là, comme grain. Ah, c'est très fin. Là. Fait que je te dirais plus une centrifuge là, high speed. Là. OK. On est dans un. C'est quasiment du sable. Là. Fait que l'air, elle passe pas. Là. Ah, vois-tu? Ouais, des cours de français de quelqu'un qui vient de l'Ontario. Un fan de hockey, une fan de stylo. C'est bon, ça. Tantôt, on parlait d'avoir le bon nombre de prises au toit. Là. Oui. Si notre air elle stagne puis elle reste là puis elle sort pas, tu t'envoies de l'air. Là, ton grain, il y avait un peu d'humidité, fait qu'il monte dans l'entretoit, puis là, l'air elle niaise là. Là, il fait fret, ça condense, ça va geler. Puis là, ben, le next step, c'est qu'il va faire chaud. Le soleil va sortir, puis là, il va frapper sa paroi. Ça va couler. On se rappelle tantôt, on ne s'endure même pas la main sur le silo quand il fait beau en plein hiver. Si on regarde la prochaine image, ça donne un avant-goût du désastre. Là, wow. Là dans le fond, là, dans ce cas-ci, c'est du soya. Bon, puis à cet endroit-là, c'était du soya IP. Là, ça s'en va pour la consommation humaine. Ben, l'acheteur, là, dans le fond, ce petit grain-là qui est pas beau, là, qui va se mêler dans le tas, là. L'acheteur, il voit ça, puis il voit des grains pas trop jolis, ou à la limite moisis, il envoie. Puis ça te pète d'en face, là. T'as un grain noir là, dans une masse qui est genre blanc, là. C'est ça qu'il crie, là, genre regarde-moi, je suis là. Fait que là, l'acheteur, il voit ça, il te regarde, il regarde ça, il te regarde, fait comme ouais, là, c'est ça, là, essaie de justifier puis d'expliquer. Fait que le gars, s'il reste, tu viens d'envoyer un semi-trailer bien plein, là, puis il voit ça, ben, là, c'est-tu moi qui vais te pogner avec le problème plus tard, là? Ouais. Ça amène des discussions pas le fun. C'est ça. Puis peut-être même qu'il passe celui qui va le prendre pour l'animal, pas ceux qui le prennent non plus. Ou il va le prendre avec une grosse escompte. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, comme imagine, c'est du soya. Il y avait le soya bio, là, il avait monté à 500$ la tonne. Tu l'envoies au bœuf à 1000$, tu viens de manger 600$ la tonne. Oh, oui. Tu t'es arrivé une bad luck de même. Là. Fait que, d'aller inspecter régulièrement les silos, d'aller voir, jeter un coup d'œil. Si vous voyez qu'il y a tendance à avoir du frime au toit, c'est une indication, il n'y a pas assez d'air qui sort, ça reste trappé. Puis là, si vous voyez ça, ben, le next step, c'est que ça va fondre, ça va couler, puis ça va faire des bines gonflées, moisies à la paroi. Là. Yes. Faut suivre ça. Bon, avec ça, c'est mon installation chez nous. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Automne 2018-2019, il mouillait souvent. Ventiler du soya, c'était vraiment pas évident. Fait que en 2020, j'ai dit, tiens, on va régler le problème parce que moi, je fais un contrat de semences. Je fais des contrats de semences. Et puis, je veux conditionner le grain que je récolte dans le silo dans lequel il est entreposé pour essayer d'éviter le plus possible de la contamination. Donc, pour essayer d'éviter un problème, j'ai mis un brûleur basse température.
le brûleur basse température, il ne séchera pas le grain, mais il va rien qu'assécher l'air pour ventiler le grain, par exemple. Tu sais, quand on n'a pas une belle température pour ventiler, c'est comme un petit plus, un petit coup de pouce qu'on peut avoir de ce côté-là. Là. Mais depuis que j'ai installé ça, de 2021, automne 2022, on a eu des méchantes belles automnes. Ça n'a pas... je ne l'ai jamais allumé encore. Mais tu l'as. Mais je l'ai. Puis ton contrat de semence, tu vas le garder. Exact. Pour ça, j'ai changé une fan après un silo. Fait que j'ai récupéré cette fan-là pour la mettre sur un silo de 21 pieds, une 5-7 HP. Donc là, j'ai pas mal plus de CFM. J'ai rajouté des sorties d'air sur le toit. Il faut que j'en rajoute d'autres, mais tu sais, j'ai des fils électriques dans les jambes. En tout cas, il faut qu'on change le panneau électrique aussi en même temps. En tout cas, j'ai pas mal d'ouvrages à faire de mon bord, là. Bon, moi, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse chez nous, là. Ça, c'est pour, dans le fond aussi, là, si je peux faire du pouce là-dessus, Christian. Oui. Tu sais, il y en a des fois, ils vont récolter leur soya, il en manque un peu, ils veulent conditionner leur soya, fait que ils partent leur ventilateur, puis ils vont mettre un brûleur en avant. Oui, un cochon diesel, mettons, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme genre un dépanneur là, pour essayer de diminuer l'humidité qu'il y a dans ton soya. Toi, tu l'as comme à l'arrière. Plus efficace. Puis dans le fond, le jeu de tout ça, c'est que dans le jour, s'il fait chaud puis l'air est sec, elle va assécher ton grain. Fait que là, dans le fond, tu as une chaleur puis l'humidité est basse. Puis quand le froid il s'installe à la fin de la journée, ben là, hop, l'humidité va monter puis les deux vont se croiser comme ça. Fait que là, quand la température baisse, l'humidité monte. C'est un jeu de yo-yo entre les deux. Puis, si tu mets ton brûleur, tu remets de la chaleur, hop, là, l'humidité redescend. Fait que si vous avez de la semence comme Christian, puis votre soya est légèrement trop humide, ben, si vous voulez prolonger vos heures de ventilation, vous pouvez mettre un brûleur à l'avant de votre ventilateur le soir, pas le jour. Parce que sinon, là, ton air est chaud, ton humidité est basse, puis là, tu rajoutes de la chaleur, là, ça devient extra sec. Fait que là, dans le fond, ça sèche ben trop. Là, tu te ramasses avec du soya au plancher qui est à 8% d'humidité. Ouais. Il est dur comme de la roche, il est sec, puis la pellicule là, sur le soya, là, quand ça s'enlève. Ben, elle casse. Là, si cette pellicule-là brise, le grain il est à même de casser, puis là, un grain qui est cassé, il ne pousse plus, il est mort. Fait que si vous voulez genre conditionner votre soya qui est un peu trop humide, mettez le brûleur juste en fin de journée, pas le jour. Non, c'est ça. Je l'ai au cas où. C'est plus pour les journées bien humides, mais finalement, on a tout le temps. Ça a tout le temps été. Ça a tout le temps donné une bonne chance, je te dirais. Là. Ah, c'est ça. Là, quand même, puis ton ventilateur, il est quand même gros. Là, fait que. J'ai du CFM. T'es content normal puis belle. Tu sais, juste avec. Ben là, toi, dans ton cas, tes ventilateurs, ils démarrent tout seuls, là, en fonction des conditions météo. Là. Fait que. Les journées, le ventilateur va marcher, puis tu n'auras pas besoin de chaleur. Puis si jamais tu frappes une année difficile, ben là, tu peux mettre le brûleur en fin de journée. C'est ça. C'est exactement pour les journées, les automnes de mars. Hein. C'est ça. Hey, question. On a une question aussi d'Éric. Yes. Un brûleur basse température pourrait-il être utile dans un conique de maïs humide de grande capacité où on risquerait de créer plus de problèmes? Moi, je ne conseille pas. Dans le fond, là, oui, tu vas t'amener des troubles dans le sens que tu récoltes ton maïs, il fait 10-15 degrés. Puis il est à 25. Tu remets une chaleur. Là, ça devient comme un croque-pot. Si tu as un silo séchoir, ben là, il y a beaucoup d'air. Il y a une température qui est montée, mais il y a beaucoup d'air. Là, tu as un conique. Ta ventilation dans ton conique, c'est juste pour contrôler ta masse pour que ça se mette justement à chauffer et à s'emballer. Fait que le but d'avoir un système roquette ou un ventilateur dans ton conique, c'est pour tenir la température pour pas qu'il s'emballe et qu'il se mette à chauffer. Là. Puis l'autre question qui me viendrait suite à ça, tu as du blé d'Inde qui est humide, qui est chaud, qui transpire, ben peut-être pas tant que ça, vu que ce serait un brûleur basse température.
ça pourrait-tu faire du trouble dans l'élévateur? Parce que lui, je le connais, là, c'est mon chum de gars. C'est un conique, puis ça rend, il passe par l'élévateur pour aller dans le séchoir. Puis dans le fond, répète-moi ta question. Je veux dire, ouais. est-ce que le maïs qui est humide puis qu'il est chaud, ça pourrait-tu faire de la condensation dans l'élévateur? Ça pourrait-tu coller d'un gobelet ou, tu sais, mettons qu'il ferait frette dehors, là? Ben, ça bourrait, là. Fait que, tu sais, surtout une année comme 2019, c'est pas une référence, là, mais tu sais, il faisait comme genre moins 10. Là. Moins Fait 10? À moins 10, tout aurait bien été. C'est parce qu'il faisait moins 20, moins 25, là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une réserve temporaire d'humide. On met de l'air. Historique. Avant, il y a l'Iconic qui n'avait même pas de ventilateur. Là. On met un ventilateur pour être sûr que ça ne s'emballe pas. L'Iconic aussi, ils grossissent. Là. Dans le fond, tu veux sortir du champ, fait que tu essaies de battre. Si tu as un Iconic de 100 tonnes pour alimenter le séchoir, c'est pas long que la batteuse est arrêtée. Fait que tu te ramasses avec un Iconic de 400 tonnes et plus. Il ne faut pas que tu mettes de la chaleur. Là. Good. Une petite vidéo. Ce ne sera pas tellement long. Share. Ici, fenêtre. J'espère que ça va marcher. Ça marche pas. T'es-tu capable de revenir qu'on voit juste l'image? Oui. Peut-être. Essaye. On va essayer. Envoyer des commentaires. On va fermer ça. D'après moi, il va falloir que je recommence. Mais en tout cas, dans le fond, c'était... pour toi, Mathieu, c'était de bien boucher en bas des silos. Ouais. Dans le fond, tantôt, on a parlé de ventilateur, de prise de toit, mais l'autre point essentiel, c'est au plancher. Ouais, exact, on le voit bien. Là. Fait que dans le fond, ici, il y a eu comme une genre de gommette où il y a eu un joint qui a été remis comme par l'extérieur plus tard. Là, mais on voit que ça fait des ballons. Puis là, la petite flaque, là, ce qu'on voit pas trop, c'est que quand on a fait les tests, parti du ventilateur, puis là, il y a de l'eau qui est sortie, puis ça a fait une flaque d'eau sur l'extérieur de la base de béton. Et là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'en dessous du silo, il y a un étang. Il y a de l'eau qui est trappée là. Et là, tu as de l'eau, puis là, le grain est là, mais ça reste comme bien humide, là, puis ça peut amener justement à donner des troubles là, pour plus tard là, au niveau d'entreposage. Là. Fait que quand vous construisez un silo, il y a la petite gommette là, qui mettent. Là. C'est important de décoller les deux bords là, il y a la gommette, mais il y a du tape ces deux bords. Là. Des fois, vite, mais on n'enlève même pas ces deux bords. Puis, la gommette, là, dépendamment de la dalle de béton, comment c'est fait, puis comment vous déposez le silo, comment il se dépose, là, ça se peut des fois qu'il y a comme un côté qui est comme mal assis. De patcher ça par l'extérieur, c'est pas vraiment la bonne façon de faire. Là. C'est plus de... Vous venez de construire le silo, là, prenez le temps, là, mettez de quoi par l'intérieur pour vraiment sceller, mettre de l'intérieur. Fait comme ça, quand vous allez pousser de l'air, le seal, il vient s'accoter. Puis en même temps, vu que c'est à l'intérieur, ben, le soleil ne va pas assécher le matériel que vous allez mettre. Il y en a qui mettent du pitch, mettons, mais du pitch par l'extérieur après un an, c'est 2 ans, c'est à refaire. Là, fait que ça ne marche pas. L'idéal, c'est de mettre ça à l'intérieur avec il y a des produits spéciaux là, qui font toute la différence. Là. Cette année, j'ai mis du NP1 pour étancher les silos par l'intérieur. Bon. Du NP1. Je connais pas ça. Moi, je ne suis pas un pro du mastic, là, mais il y a des super produits. Fait que, on demandait à Kim qu'il nous fasse un petit saison d'appréciation sur ce matériel. Puis des vendeurs itinérants qui se promènent de rang en rang, qui proposent de quoi pour patcher les bas de silo. On prend tout ça ou on prend pas ça? Moi, j'aurais plus confiance au gars de la quincaillerie. Hein. OK, ouais, hein? Tu sais, de un, tu peux aller le revoir après. Puis de deux,
ils en ont du stock pour mettre ces maisons, puis quand tu vas faire des rénaux chez vous, ils n'attendent pas d'y aller à tous les années. Là. Fait qu'ils doivent avoir des super produits qui sont sur la coche. Là. Fait que jamais je créerai. Fait que, tu sais, dans le fond, tu prends le bon stock là, qui va durer puis qui va supporter la chaleur puis le froid. Là. Puis il y a une élasticité. Donc, avant de mettre le plancher, de mettre de la mousse en spray pour boucher les trous. La mousse en spray, le problème, c'est que quand le silo est chargé, il s'écrase. Puis quand le silo est déchargé, il relève, puis la mousse, elle reste où est-ce qu'elle était? Elle ne suit pas. À moins que tu parles de la mousse de l'uréthane, là. Ouais, ça prend quelque chose là, qui... Tu sais que l'eau ne passera pas au travers. Là. L'eau, elle va s'infiltrer. Là, ça prend vraiment du Bazooka Joe. Ouais. Mais faut-tu laisser la joke autour du Bazooka Joe ou faut l'enlever? Bonne question. Faudrait peut-être l'enlever. OK. Kim, ça vient des gars de la construction pour étancher les nous sur la couverture des maisons. Fait que j'en aurais confiance, tu sais. Probablement. Je vais checker ça pour le fun, vite. C'est du NP1. C'est ça? C'était bien ça, NP1? Fait que mettre ça par en dedans, puis tu sais, là, les silos, avec le temps, là, ils s'amassent bien de la cochonnerie par en dessous, là. Fait que, au 7 ans, là, tu lèves les planchers, tu checkes, il y a de la cochonnerie, tu passes la balayeuse, tu regardes tout ton tour, voir s'il est étanche, là. Puis les silos séchoirs, genre, c'est comme quasiment aux 3 ans, là, si tu fais plusieurs brassées. Là. Du Master Seal NP1. Donc, ça se vend sur Amazon. Puis, probablement, si ça se vend en quincaillerie, peut-être chez Givesco, quelque chose de même, quelque chose qui est spécialisé là-dedans, probablement dans d'autres quincailleries, mais là, j'en vois pas d'autres là-dessus. Ils doivent bien faire un prix à la caisse, c'est comme rien. Peut-être. Va chez Renault Dépôt, 13 à la douzaine. C'est ça. Christian La Liberté, ça prend une bonne base de béton. Plusieurs, on voit ça craquer. Il faut-tu y ait un fond de sable compact. Voilà. T'es pas dans la construction des bases de silos, toi, là. Non, je suis pas un ingénieur mécanique. Non, c'est civil. Civil? Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Il faudrait demander vraiment à quelqu'un qui travaille justement dans Parfait. la construction civile. Là. Justement, je revenais à ça. Givesco ont de très bons produits avec d'excellentes personnes pour nous conseiller. Juste pour dire, j'ai déjà fait de l'excavation. Givesco, c'est des spécialistes en revêtement extérieur de maison, même pour des de bâtiments en général, je veux dire, là. Mettons du Baker Blueskin, là, pour mettre autour des membranes de fondation. Pas des membranes, mais des membranes autocollantes pour mettre autour des fondations. Ils vendent des produits de ce genre-là. Fait que ils ont pas mal de stock là-dedans. Là. Donc, on prend tous en note le NP1. Jean-Nicolas Rousseau, le NP1C, c'est le best des scellants. Il ne durcit et ne craque pas. Reste flexible. Ah! C'est ça qu'on veut. Givesco. Parfait. Donc, Givesco, le prêt à la caisse avec un gros gun à saucisse. Donc, prenez ça en note chez Givesco, le produit NP1 Master Seal. C'est bon à savoir. La prochaine, ils vont se demander, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont? Le monde, il achète ça à la caisse. Mais là, le problème, c'est qu'il faut lever le plancher aussi pour ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même pas payé job, mais tu sais, il faut que tu fasses ça quasiment aux 7 ans, là, règle du pouce, là. Fait que, tu sais, si t'en as plusieurs silos, t'en fais un par année, puis si t'attends tout tes faire d'un coup sec... Parce que j'avais eu un commentaire ici de Éric Levac, nettoyage du plénum aussi. Donc, en dessous du plancher, faire le nettoyage... il y a, comment il s'appelle, c'est Shivers qui ont ça. Je ne sais pas si dans d'autres compagnies, ils l'ont. Chaque bord de la vis de sortie, des trappes que tu rouvres, tu pars les fans, puis ça se nettoie. Ouais, parce que souvent, le stock est autour de la vis. Là. Ben, ça, dans le fond, ça, c'est quand c'est un séchoir. C'est comme les silos séchoirs, là, ça brasse. Fait que là,
ça brasse le stock, il descend, puis là, ça tombe en bas. Shiver, c'est un peu le même principe, fait qu'il y en a beaucoup qui se tombent en bas. Fait que toi, des silos séchoirs à cette heure qui se construisent des neufs, là, c'est un low-brainer, tu as ta vis, tu mets tes 2 trappes chaque bord, ça va... Tu vas être obligé quand même de vider ton plancher, mais tu vas pouvoir étirer ça peut-être d'1 an ou 2. Dans le fond, le son va sortir, mais tout le grain cassé, là, qui est relativement gros, il va quand même rester au fond, puis il ne sortira pas. Là. OK. Ça aide, là, mais c'est pas... ouais, c'est comme le son. Le grain ne sortira pas, mais le son va sortir. La poussière c'est quand même impressionnant. Il y a quand même beaucoup de stock qui sort. Là. Mais ça reste que... Puis ça va être surtout au centre. Ça se tient beaucoup au centre. Ouais. Ben, moi, je n'avais déjà... j'avais démanché un plancher rien que pour réparer de quoi. Puis finalement, il a fallu qu'elle l'enlève quasiment à grandeur parce que tout autour de la vis, c'était vraiment jam-pack, là. Sorti une coupe de barquette. C'est impressionnant, là, quelqu'un qui ne l'a jamais fait, puis ça fait longtemps, là. peut sortir une bonne tonne. Oui, t'en sors du stock. Good. Mathieu, est-ce que ça complétait pas mal tout? Attends un peu, là, je check mes notes. Ah, il y avait mon silo là, avec mon milieu. Là. Tu l'as-tu l'image? Les 2 silos avec le cœur? Non. J'avais pas cette image-là dans tes affaires. Bon. Dans les mythes, là, dans le fond, ce que je voulais amener, c'était au niveau des cœurs de silo. Bon, fait que vous séchez votre maïs, vous remplissez tout au silo. Puis là, rendu à mi-décembre, là, je vais sortir mes cœurs. Mais les cœurs à mi-décembre, ça se peut que ce soit déjà trop tard. Fait que dans le fond, vous commencez à récolter fin octobre. Ça sort du séchoir, ça se refait fraiser dans le silo, mais là, le cœur, là, au centre, là, dans le fond, c'est toute la poussière, dans le fond, la poussière, elle tombe avec le grain roule, mais la poussière, elle reste au milieu. Mais là, c'est ton stock qui sortait du séchoir à 25 degrés, puis il y a tellement de poussière que ça fait comme un mortier. Ben, il est à 25, là. Puis il reçut un peu parce qu'il est chaud. Là, ça finit par faire un moton. Là. Fait que de sortir ça un mois plus tard, c'est déjà trop tard. Est-ce que ceux qui ont des différentes couleurs de batteuse, est-ce que des couleurs de batteuse qui donnent plus de troubles dans le silo? Comme pour tes cœurs de silo, par exemple, ou tu n'as peut-être pas porté attention à ça? C'est un code d'opérateur que de couleur. OK. Pas intéressant, on pourra en reparler quand on va parler de séchage, là, mais il y a de quoi dire là-dessus. Là. On va regarder ça pour un autre tantôt. Un autre tantôt. Fait que dans le fond, quand vous séchez, quand ça fait 2 semaines, là, même, c'est déjà tard. Là, fait que vous remplissez un silo. Aussitôt qu'il est rempli, là, sortez tout de suite le cœur. Si vous avez plusieurs silos, là, il est plein, sort le cœur tout de suite. Fait que t'en sors un peu de toute façon. T'as des billes à payer, là, comme tout le monde. Fait qu'à récolte, t'en vends un peu, mais sors tes cœurs. Puis, même si t'es un peu limite dans ton cassé, t'es mieux de te faire couper puis que le trouble, c'est l'autre qui est là. Mettre un étendeur dans tes gros silos. Est-ce que ça va t'éviter un peu le problème des cœurs pleins de son? Oui, puis non. C'est vrai que ça va répartir. Fait que là, tu n'auras pas un cœur comme tel. Mais là, dans le fond, c'est que tu viens de mettre de la poussière partout. Puis tu viens un peu d'étouffer ton air là, qui va avoir plus de misère à passer. T'es mieux de laisser ça concentrer, tout le sortir. Fait que là, après ça, il n'y a plus de poussière dans ton silo. Fait que tu as sorti tout le cassé. Fait que si tu veux garder ton stock longtemps, ben là, tu vas avoir comme quasiment, c'est comme indirectement cribler ton stock. Là. Fait que ta ventilation le reste de l'année va se faire super bien. Là. Fait que okay. Mieux, genre, c'est plus un cas de logistique. Là, tu récoltes, t'en sors un peu. C'est sûr que le best, c'est que tu as 2 coniques sur une structure, puis là, tu mets ton cassé, puis du beau, puis là, tu blends, puis là, que le gars au bout, il ne te coupera pas. Mais tu sais, c'est un cas de patate chaude. Tu pognes la patate, tu flippes, tu l'envoies ailleurs. Tu ne gardes pas ça chez vous. Les ventilateurs sur les élévateurs, les dépoussiéreurs, bonne affaire? Ben, je parlais à quelqu'un récemment, lui, c'était pour doubler de semences. Fait que là, ben, c'est ta batteuse, ça sort du stock. Là, elle passe dans l'élévateur. Fait que là, il enlève comme l'écaille puis un peu de la poussière. Fait que là, après ça, il ressent ça du silo, repasse dans l'élévateur, il se dépoussière encore. Fait que il y a comme un phénomène de nettoyage qui fait qu'après ça, tu t'avances avec du grain, quasiment pas de poussière. Fait que là, c'était un cas de gars qui c'était de la céréale puis c'était pas de la semence.
c'est du maïs, ben, tu vas enlever beaucoup de son. Fait que là, en 2019, là, genre l'été qui a suivi, j'avais été voir quelqu'un que je connais, puis il y avait assez de son, mon gars, là, ça faisait comme steak de dingue patate. L'air, elle passait pas, mon gars, ça faisait des galets à travers des couches de grains, genre. Là, tu te mettais la main dans le grain, puis tu sentais la chaleur, là. Puis tu sentais que c'était collant, humide, là. Là, genre, t'as un silo de... Il y a 2000 tonnes, mon gars, puis tu fais comme, ouh, la patate chaude, elle chauffe. Fait que tu sais, c'est sûr d'enlever le son. Là, après ça, ouais, là, j'enlève 10 tonnes, mais c'est 10 tonnes que je vends pas. À un moment donné, il vaut peut-être mieux sortir 10 tonnes de son quand tu as 10 000 tonnes de stock en arrière. Là, Ouais. Là c'est question de gérer son risque. Faire tourner la fan en remplissant le silo, est-ce que ça peut aider à diminuer la poussière? Ça peut, ouais, mais ça va pacter ton toit de silo aussi. Ben, écoute, je te dirais oui, dans le sens que si tu as un silo séchoir que tu remplis, là, puis il y en a qui vont comme mettre la chute plus haute. Là, tu vois, le son, il sort. Là, fait que c'est comme. T'en enlèves, après ça, ça en met un peu partout. Fait que, quand tu remplis un silo séchoir, oui, mais après ça, les autres, si moindrement, t'as un élévateur avec des tuyaux, la poussière, elle sortira pas. Ouais. Elle sortira pas par les trappes d'air, là. Non, puis tu sais, il en sortira pas tant que ça, là. OK. Disons à 350$ la tonne. Ben, peut-être si tu t'achètes une machine à cuver, puis là, tu fais des cubes de son. Comment ça? Ouais, pour faire des oreillers. Genre. Ouais, ben Kim, il y a une usine de matelas en avant de chez eux. Ah ouais, c'est pour ça qu'il s'est installé là avec sa ferme. Non, Yes. c'est sûr. Fait que tu sais, c'est bon, tu stores du stock. Le principe, c'est de blender. Là, fait que tu as du stock cassé, tu as du son, tu le sors, tu le mets dans un. Tu essaies de le mettre dans un connect, puis après ça, tu le blendes avec du beau stock, puis tu le ships. Là. Mais après ça, c'est comme. C'est vraiment une question de genre, je prends mon crayon, je me fais un scénario, là, puis tu sais, je suis mieux de sortir genre 2 tonnes de son, puis pas perdre un silo de grains. Fait que. Faut pas tomber dans le mode genre économie de bout de chandelle. Tu essaies de sauver 5$, finalement, c'est que t'en manges, je sais pas combien. Ouais. Fait qu'à un moment donné, faut mettre des chances de son bord. Là. Des économies de bas échelle. Ça, là. Fait que, écoute, Mathieu, ça fait au-dessus d'un heure et quart. Ça passe vite. Ça passe vite, hein? On n'a pas vu le temps passer par tout. Là, j'imagine, il y en a qui vont avoir d'autres questions. Qu'est-ce qu'ils font, là? Si les gens ils ont d'autres questions, Christian? Ben, ils peuvent continuer de commenter en dessous des publications. Puis tu vas suivre ça, toi, à tous les jours. Tu es là-dessus, pareil. Fait que faut pouvoir leur répondre. Ben ouais. Mais de toute façon, il y a la page Agrilog. Facebook Agrilog, ton site internet qui est agrilog.ca. Et puis, tu peux aussi aller s'inscrire sur la page. Ceux qui ne sont pas avec Agrilog, qui n'ont pas de système Agrilog, mais tu peux ouvrir un compte aussi pour suivre la température ou te dire quand partir et arrêter des fans. Y a-tu de quoi de même, non? Ouais, ben les gens sont peut-être pas au courant, là, mais quand vous allez sur agrilog.ca, en haut, il y a un bouton à droite, là, en haut de l'écran, il est écrit se connecter. Bon, vous cliquez là-dessus, ça vous amène sur une page. Puis il est écrit en petit, en mauve, là, s'inscrire. Bon, vous pouvez vous créer un compte, ça ne coûte rien, ça ne vous engage en rien. Là. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand vous créez un compte, vous mettez l'adresse de la ferme. Fait que là, vous allez avoir un Google Maps avec vos silos. Vous placez vos pastilles pour identifier vos silos. Mais là, avec l'adresse, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la météo géolocalisée pour votre ferme. Puis quand vous identifiez votre silo, vous dites, ben moi, dans ce silo-là, j'ai mis du soya, l'autre du maïs. Ben, dans les tableaux juste en bas, là, vous allez avoir des courbes qui vont apparaître. Puis ça, dans le fond, ça va vous donner l'indication que si vous aérez votre grain, votre maïs, en fonction de l'heure puis des conditions météo que vous avez à la ferme, est-ce que je vais être en train d'assécher ou d'humidifier mon grain? Fait que vous récoltez vos silos,
Vous récoltez votre grain, vous mettez ça dans vos silos, c'est sèche, puis là, ben, vous devez partir vos fans, mais en regardant le graphique, ben, il y a une barre verte. Là, quand tu es en dessous, c'est comme un effet asséchant. Fait que dans le fond, vous êtes capable de cibler dans la journée. Ben, à partir de telle heure à telle heure, les conditions vont être idéales pour ventiler mes silos, sans le réhumidifier. Il y a une chose que j'aime bien aussi, parce que moi, j'ai le système Silog chez moi d'Agrilog depuis quasiment que tu étais en business, qu'on fait en faire ensemble, Mathieu. Et puis, ce que j'aime dans le graphique de température, la température et l'humidité, c'est quand l'humidité monte puis que l'humidité descend, moi, je regarde ça bien gros quand que je bats du soya. Parce que quand que le graphique se croise, la batteuse arrête. Fait que là, je regarde dans les graphiques. Oh boy, OK, là, la batteuse est en train d'arrêter. Puis là, quand les deux se croisent, ça veut dire qu'il y a de l'humidité dans l'air. Les batteuses arrêtent, ça ne marche plus dans le soya. Elle se met à ronronner, puis elle ne veut plus. Puis c'est pareil le matin. Quand la température augmente, l'humidité descend. Là, après ça, on peut partir de la batteuse. J'ai un autre producteur dans mon C'est coin fait, échanger ma batteuse. Arrête-moi avec ça. C'est fait. J'ai un producteur qui a fait la même observation que toi, puis il disait à un moment donné à son boss, il dit on va commencer à battre à 10 h aujourd'hui. L'autre, qu'est-ce que tu dis? Fait qu'il s'essayait à 9 h, ça ne marchait pas. À 10 h, ça marchait. Fait qu'il a fait ça une couple de jours, puis à long terme, ben, ils se sont rendus compte qu'il dit ben oui, c'est que ça marche. Il regarde le matin, il dit ben aujourd'hui, ça va commencer à 11 h. Pas avant. Fait qu'ils font d'autres choses tout l'avant-midi, à 11 h, ils s'en vont au champ, puis ça marche. Puis le soir, il fait même affaire, 5 h, oups, les graphiques qui se croisent, ça s'arrête. Fait que ça vous permet de voir en un coup d'œil comment organiser un peu votre journée. Yes. Bon, hey, je voudrais vous dire, si ça vous tente, de scanner le code QR pour supporter Okerico. Allez sur le compte PayPal de Okerico pour donner un petit 5$. Ça va lui faire extrêmement plaisir. Et puis, je voudrais aussi remercier infiniment AgroSang pour la commandite. Ouais, d'autre bord comme ça, là. Pour la commandite de En direct de la Grange numéro 1. Et surtout, merci à tout le monde d'avoir participé. Belle participation dans le chat. Encore une fois, beaucoup de monde en ligne en même temps. Et merci, Mathieu. Mathieu, d'avoir été, pas mon cobaye, mais le premier participant, le premier invité en direct de la Grange. Ça fut un plaisir, Christian, de lancer le bal. Yes! Un gros merci à tout le monde. Oui, puis on va se reparler pour c'est du là notre rendez-vous pour parler de cette fois-là de séchage uniquement. Séchage. Et puis, n'oubliez pas, le prochain live sur la show, le 7 mars à 20h15, la même heure que d'habitude. Donc, le 7 mars, le mardi, après la semaine de relâche. Donc, sur ce, tout le monde, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye!